Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le livre N'oublie jamais de Grégory Charles. C'est un récit très personnel qui rend hommage à une femme d'exception qui est sa mère, qui lui a donné le goût de la musique, de l'effort et du dépassement. C'est aussi une promesse qu'il fait à sa fille de jouer le rôle de guide comme sa mère l'a fait pour lui. C'est un livre qui a reçu de très bonnes critiques et j'espère que vous allez l'apprécier. Alors, bonne écoute! Première partie, à ma fille Julia. Ta grand-mère Julia était une femme extraordinaire. Je parle d'elle au passé comme si elle nous avait quittés. Ce n'est pas le cas. Elle est toujours vivante. Elle a maintes fois posé son regard sur toi. Elle est venue te rencontrer le jour de ta naissance. Elle a souri et elle a pleuré en te regardant. Tu as touché son visage avec tes petites mains. Vous vous êtes rencontrés toutes les deux. Elle t'a vu grandir un peu. Mais cette femme, Julia, est une ombre, captive, emprisonnée, sous le joug d'une cruelle maladie qui la prive progressivement de sa mémoire, de ses moyens physiques et intellectuels. Ta grand-mère n'est même plus l'écho de la femme que j'ai connue. Elle est toujours là, mais on dirait qu'elle vit dans une autre dimension. Un voile invisible la sépare de nous. Elle voudrait parler, elle voudrait te prendre. Je le vois, Julia, je le sens. Mais elle n'en a plus la force. Quand tu étais toute petite, elle te regardait pendant des heures, sans plancher, sans cligner des yeux. Ton grand-père, un homme croyant, optimiste à l'extrême, a bien pensé que ton arrivée provoquerait le miracle tant attendu. Il a cru que ton regard, que ton sourire, que tes rires et tes cris allaient fracasser ce mur intangible qui la garde en captivité. Chaque fois qu'il te prenait dans ses bras, Julia, c'était moins pour te cajoler et te serrer que pour te présenter à elle, se servant de toi comme d'un appât pour que ta grand-mère lui revienne, pour qu'elle nous revienne, pour qu'elle soit libre. Ils ont tous deux formé une équipe du tonnerre depuis plus de 40 ans. Il ne peut se résoudre à perdre sa coéquipière. Sa foi est forte et il l'aime tant. Voilà pourquoi il espère le miracle. Moi aussi, je me suis battue, Julia. J'ai refusé au départ que ta grand-mère souffre et décline. J'ai résisté comme un idiot. Elle était trop vive, trop intelligente, trop vigoureuse pour perdre une si longue et si vilaine bataille. J'ai fait des mots croisés avec elle, me disant que l'effort intellectuel, comme les fortifications autour de la ville d'Alésia, éloignerait l'ennemi. J'ai lu avec elle, j'ai chanté avec elle, je me suis battue avec le diagnostic, avec la réalité, avec le vide. Puis j'ai arrêté de me battre. Depuis quelques années, j'essaie simplement de rejoindre ta grand-mère là où elle est. J'essaie de la serrer, de l'aimer, de la toucher. J'essaie de communiquer par un sourire, une caresse, une mélodie ou un pas de danse avec la femme à qui je dois presque tout ce qu'il y a eu dans ma vie avant ta mère et toi. J'espérais simplement qu'elle aille mieux. Ce n'est pas arrivé, Julia. Ta grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer depuis 11 ans, ne va pas mieux. Elle ne va pas bien. Depuis ta naissance, elle a beaucoup changé. Elle ne mange presque plus. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle parle peu et de façon incompréhensible. Elle ne veut plus sortir de la maison. Toute la journée, elle marche et elle pleure. Elle fait le tour de sa salle à manger. Elle s'arrête pour regarder des photos de toi, de moi, de ta mère. Elle touche à ces photos comme si dans son monde, ces clichés de nous étaient plus vrais, plus simples à saisir et à comprendre que nous le sommes en chair et en os. Ta grand-mère s'éteint lentement. Comme un fou, j'ai pensé que cette femme qui a été la plus grande force et la plus importante inspiration de ma vie serait aussi là pour toi. Je n'ai jamais pensé que le temps allait manquer. Je n'ai jamais pensé que la maladie allait intervenir. Ta grand-mère, étant mon plus grand héros, devait être éternelle. Je supposais que sa force, sa détermination, sa foi, son courage et ses principes te serviraient, te soutiendraient comme il l'avait fait pour moi. J'étais convaincue qu'elle te livrerait à toi aussi les sages leçons de vie dont elle avait assaisonné mon enfance. Je le croyais, Julia. Je l'espérais. La vie en a décidé autrement. Peut-être que si elle m'avait eu plus tôt dans sa vie et que je t'avais eu plus tôt dans la mienne, ta grand-mère aurait pu jouer ce rôle. Mais plus tôt dans ma vie, Julia, j'étais trop con. J'étais trop fou. J'étais ailleurs et surtout, je n'avais pas trouvé ta mère. Les choses arrivent quand elles arrivent, Julia. Ta grand-mère a été ma force. Elle a été mon bouclier. Elle a été ma potion magique. Les leçons de vie qu'elle a consignées pour moi tout au cours de ma vie constituent mon trésor, mon secret. J'espérais qu'elle te livre ce trésor elle-même, que tu le reçoives de ses mains et de sa bouche. Que cela devienne votre pacte,
votre promesse. Il est trop tard, Julia. Si la vie, le temps et le ciel refusent de m'accorder cette grâce et de t'accorder ce privilège, alors il me faut être, au meilleur de ma mémoire et de ma capacité, le messager de ta grand-mère. Il me faut être son mandataire, son émissaire. Voilà pourquoi, avant qu'elle nous quitte, et bien avant que tu saches décoder la cassette indestructible que se voudra ce livre, je te dédie les pages qui suivent. Il faut que tu saches, Julia, qui elle a été. Il faut que tu reçoives quelques-unes de ses perles de sagesse, de ses leçons de vie. Il faut que tu sentes à quel point elle a aimé la vie, et surtout à quel point elle nous a aimés. Il faut que tu entendes sa musique, que tu reçoives ses mots, que tu retiennes ses prouesses. Il le faut, Julia, et il me faut faire vite, avant que la lumière ne s'éteigne dans ses yeux. C'est mon dernier cadeau pour elle. C'est mon premier cadeau pour toi, ton papa. N'oublie jamais, you are the boss of you. J'avais 7 ans lorsque je me suis présentée à l'école Louis-Collin de Hanstick à Montréal pour la première journée de ma première année de classe. Il faisait beau, mais un peu frais dehors. Ce n'est pas un détail, le temps qu'il faisait importe pour la suite de l'histoire. Nous habitions à 2 coins de rue de l'école, et en cette journée inaugurale, ta grand-mère m'avait laissé m'y rendre tout seul comme un grand. Il faut que tu saches cependant que la veille, en après-midi, nous avions convenu du parcours que j'allais suivre pour me rendre à l'école et en revenir. De cette façon, en cas d'urgence, nous nous retrouverions sans difficulté. Il faut aussi que tu saches qu'au cours de l'année précédente, je m'étais rendue chaque jour avec ta grand-mère à la même école puisqu'on y trouvait aussi ma classe de maternelle. Elle m'a probablement suivi discrètement jusqu'à l'école ce matin de septembre. Il me semble que c'est le genre de choses qu'elle aurait fait. Il me semble en tout cas que ce sera le genre de choses que je ferai avec toi. Le fait qu'elle me fasse confiance pour me rendre à l'école tout seul donnait à cette première journée de ma première année un côté solennel et grandiose. J'entrais dans le monde des grands, un monde de découvertes et de savoir, de nouvelles expériences et de nouvelles amitiés, un monde auquel je rêvais depuis longtemps. J'ai été déçue, je m'en souviens. Enfin, je me souviens d'avoir joué dans la cour d'école avec un petit garçon anglophone prénommé Rodney. Il était souriant et timide. Je me rappelle avoir été bousculée par un toxon du nom de Robert Gentil. Oui, Gentil, ironiquement, était son nom de famille. J'allais à ma grande surprise découvrir plus tard dans l'année qu'il le portait bien. Mais ce premier matin de classe, ce frisquet matin de septembre, il me semblait être une brute. Un spécimen venu tout droit du Mésozoïque supérieur. Je me souviens également du son de la cloche, une cloche que j'entendais à peine l'année précédente, la classe de maternelle se trouvant de l'autre côté de l'édifice. Tous les élèves avaient été appelés à prendre leur rang et à suivre leur professeur à l'intérieur de l'école. Je me souviens de Madame Adjouri. Je t'en reparlerai un jour. Elle était très grande et très souriante. Elle était originaire du Moyen-Orient, et c'est son visage que j'allais imaginer, des années plus tard, en découvrant les personnages féminins du Quatuor d'Alexandrie, un ensemble de 4 romans que tu voudras peut-être dévorer quand tu seras grande. Elle portait des lunettes. Madame Romano, l'autre enseignante responsable des plus jeunes élèves, en portait aussi. Je trouvais que c'était rare des lunettes. Ta grand-maman ne portait pas de lunettes, ton grand-père non plus. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose dont je me souviens. Les lunettes de Madame Adjouri et de Madame Romano. Jusque-là, c'était un premier matin de classe assez ordinaire. C'est une fois dans l'école que les choses se sont envenimées. Nous devions choisir une case pour y déposer nos effets personnels. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. La bousculade a commencé. Tu te mets pas à côté de moi, le nègre. Moi, je ne veux pas le nigger black autour de moi. Nigger black. Des mots que j'allais entendre toute la journée. Nigger black, nigger black. Dans la bouche des garçons surtout, mais également dans celle de certaines filles. Des jeunes de 7 ans que je ne connaissais pas pour la plupart ne voulaient pas de moi autour d'eux, et l'explication qu'ils m'offraient pour justifier cet ostracisme se résumait à 2 mots que je n'avais jamais entendus et auxquels je n'avais évidemment jamais réfléchi avant. Nigger black. Jusqu'à ce moment dans ma vie, je n'avais pas beaucoup réfléchi à la couleur de ma peau. Je savais que les autres autour de moi avaient des peaux au teint différent du mien, mais je n'y pensais pas. Voilà pourquoi il était si choquant et surprenant d'apprendre d'abord que cette différence entraînait un possible rejet du groupe et qu'en plus, cette différence avait une appellation, nigger black. Je sens, Julia, qu'il me faut t'expliquer quelques petites choses pour que tu puisses apprécier pleinement cette anecdote dans la vie de ton papa. Ton grand-papa est noir. Il vient des Antilles britanniques. Ta grand-maman est originaire de Saint-Germain-de-Grantham, tout près de Drummondville, au Québec.
Quand tes grands-parents se sont rencontrés, en 1965, les couples mixtes, c'est ainsi que l'on nomme les couples formés d'individus qui appartiennent à des races différentes, étaient bien rares. On en voyait peu au Québec. On allait voir pour la première fois l'année suivante, en 1966, un homme blanc embrasser une femme noire à la télévision américaine. Et même si les aventures interstellaires du capitaine Kirk et de l'officier Uhura, responsable des communications à bord du vaisseau USS Enterprise NCC 1701 de la Fédération des Planètes Unies, se passaient 200 ou 300 ans dans le futur. Une importante partie de la population américaine avait été outrée. Quand tes grands-parents se sont mariés au Québec, en 1967, une vingtaine d'États américains interdisaient toujours légalement l'union d'une personne noire et d'une personne blanche. Le mariage mixte, dans ces États, constitue un crime. Par conséquent, des petits mulâtres comme moi, il y en avait peu à l'école Louis-Collin dans les années 70. La très vaste majorité des élèves étaient blancs. Aujourd'hui, Julia, il serait sans doute plus difficile de trouver un petit roux au nom purement francophone qu'un petit basané comme moi dans les écoles de ce quartier. J'étais donc, tu comprendras, le seul petit noir de l'école, de toute l'école. Et des élèves de cette école qui constituaient une majorité de gens différents de moi avaient choisi de rejeter ma différence en la nommant « nigger black ». Cette première journée d'école ne se passait pas du tout comme je l'avais anticipé. Je rêvais d'apprendre, de découvrir, de faire des rencontres, de jouer avec d'autres. À la place, j'étais repoussée, insultée et même bousculée. J'ai enduré cette humiliation tant bien que mal jusqu'à midi. Je suis rentrée à la maison pour le déjeuner. Ta mère, qui a vécu en France pendant 5 ans, souhaite que tu apprennes à parler comme les Français. Alors, allons-y pour le petit déjeuner au réveil, le déjeuner à midi et le dîner en fin de journée. J'ai dit à ta grand-mère que je ne souhaitais pas retourner à cette école en après-midi. Je lui ai tout raconté. Nigger Black qu'ils m'appellent, maman. Ils ne veulent pas que leur case soit à côté de la mienne. Ils ne veulent pas jouer avec moi dans la cour. Personne ne me veut, maman. Je ne souhaite pas retourner à cette école. Plus jamais. Ta maîtresse, elle est comment avec toi, elle? Très bien, lui ai-je dit. Mais je ne vais pas à l'école pour être amie avec ma maîtresse. Nigger Black, maman. C'est comme ça qu'il m'appelle, ai-je dû lui répéter. Ben oui, me dit ta grand-mère. C'est tout, Julia. C'est toute la sympathie que j'ai réussi à provoquer chez elle avant qu'elle ne me retourne à l'école pour l'après-midi. Rien n'avait changé d'ailleurs. Au cours de cet après-midi, le même enfer, les mêmes injures et surtout le même résultat. Pas d'amis. De la bousculade et du rejet. Je suis rentrée à la maison la mort dans l'âme. J'avais tellement hâte d'aller à l'école, de commencer la première année. Voilà que je ne voulais même plus y retourner le lendemain. J'ai tout raconté à ton grand-père, qui m'a semblé assez choqué lui aussi. Il écoutait mon récit, me semble-t-il, avec plus de sympathie et de compassion que ta grand-mère. « Est-ce qu'on t'a fait mal? » m'a-t-il demandé. Ton grand-père ne voulait pas qu'on me bouscule ou qu'on me pile sur les pieds. Ça, c'était clair. Je me sentais comme si ton grand-père avait ses limites et qu'elles allaient dans mon sens. On ne touchera pas à mon fils. Tu te doutes bien qu'on en avait parlé au souper. Pardon, Julia, au dîner. C'était, me semble-t-il, la première fois que je vivais une situation de crise. Il y avait bien eu la fameuse fois 3 ans plus tôt, quand, insatisfait de l'application des règles de conduite imposées par ta grand-mère, j'avais décidé de quitter la maison. Celle-ci m'avait d'ailleurs aidé à faire mes bagages. Il n'y avait pas beaucoup de place dans mon baluchon pour emporter tous mes jouets, mais elle m'avait tout de même aidé à faire le tri. Elle était assez difficile à cerner, ta grand-mère, ce jour-là. Elle était gentille avec moi, mais n'allait pas reculer au sujet de ses directives. Il me forçait donc à suivre la seule route qui m'était possible, la sécession, le départ. Et je suis partie, Julia. Je me suis rendue jusqu'au bout du trottoir. Jusqu'au bout. Et je serais allée bien plus loin, mais je me suis rendu compte qu'avec tous ces jouets dans mon baluchon, il ne me restait pas assez de place pour la nourriture. Comme j'avais un petit creux, je suis rentrée pour la collation. Le ventre plein, les directives de ta grand-mère, aussi injustes ait-elle été, me semblaient plus digestibles. Bref, c'était la crise, et une crise raciale. Je m'attendais à ce que tes grands-parents agissent, à ce qu'ils prennent une décision radicale au nom de leur fils, la prunelle de leurs yeux, le trésor de leur vie. Je m'attendais à un changement d'école, ou du moins à une visite chez la directrice pour expliquer que le prince de notre petite famille ne pouvait être traité et ne serait pas traité de la sorte. J'ai été déçue. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre, ni de décision radicale. Rien, en fait. Je pensais vraiment que cette femme, ta grand-mère, ma maman, que j'allais voir à chaque fois que quelque chose n'allait pas, qu'un jouet était brisé, qu'un bobo saignait, que mon monde donnait le moindre signe d'écroulement,
allait se porter à ma défense? Rien. Elle ne me paraissait même pas ébranlée. Je me suis dit pour la première fois qu'elle ne pouvait pas comprendre ce que je vivais. Elle ne pouvait pas souffrir comme moi et ne pouvait pas être touchée comme moi par des injures raciales parce qu'elle faisait partie de la majorité. Elle, comme les méchants élèves de mon école, était blanche. Elle était comme eux et ne pouvait pas comprendre. C'était troublant comme conclusion, parce que je n'avais jamais pensé à ce fossé racial qui existait entre ta grand-mère et moi. Je me voyais comme son fils, et je la voyais comme ma mère, un point c'est tout. J'allais être plus grand qu'elle bientôt, mais j'allais un jour être comme elle. C'était mon objectif. Je n'avais jamais pensé au fait qu'elle était d'une autre couleur que moi. Ce n'était pas important pour moi. Ce n'était même pas vrai pour moi. Tu vois, Julia, comme toi, ma mère était blanche, ce qui voulait dire que je l'étais aussi. Ça me semblait évident. Le président Barack Obama, le premier Afro-Américain à être élu à ce poste et qui était président quand tu es né, se déclarait noir et c'était vrai. Mais dans les faits, il était blanc aussi, comme sa mère. Toujours est-il que je pensais que ma mère me défendrait avec tout son être, qu'elle ne me laisserait jamais avoir mal, qu'elle combattrait toutes les injustices faites à mon endroit. Rien. Je suis retournée à l'école le mardi, j'ai eu droit aux mêmes colibets, aux mêmes injures, aux mêmes insultes et au même ostracisme. Le soir, j'ai raconté à tes grands-parents ce qui s'était passé au cours de cette deuxième journée d'enfer. Je m'attendais à ce que la cavalerie parentale débarque à l'école le lendemain et à ce que ça chauffe parce que quand ta grand-maman montait sur ses grands chevaux, il fallait prendre garde. À 4 pieds et 11 pouces, c'est ainsi qu'on calculait les tailles dans les années 70, ta grand-mère était redoutable. Au début de l'été précédent, elle avait jeté à la porte un vendeur de fenêtres en aluminium parce qu'il essayait de lui passer une petite vitre avec sa facture d'imprévu. Ta grand-mère était sa propre commission d'enquête, son propre tribunal suprême, et ses arrêtés étaient irrévocables. À 4 pieds et 11 pouces, ta grand-mère avait agrippé un ado avachi sur un banc d'autobus de la commission des transports de la communauté urbaine de Montréal. Il avait enjoint de laisser sa place à une vieille dame, ce qu'il avait fait malgré lui. À 4 pieds et 11 pouces, ta grand-mère faisait aussi peur que ton grand-père de 6 pieds et 1 pouce, souvent plus. Mais ce soir-là, elle n'allait faire peur à personne. Elle n'allait, en fait, rien faire pour régler la crise, pour régler ma crise. Il a été convenu, cependant, qu'il faisait froid en ces premiers jours de septembre et que je devrais désormais porter quelque chose sur la tête pour éviter d'attraper la grippe. Pour conclure cette journée de misère, ta grand-mère, loin de pleurer sur mon sort, m'a expliqué que je devrais porter un béret pour aller à l'école et qu'il en serait ainsi jusqu'à ce qu'il soit temps de porter une tuque. Un béret, Julia, comme les Français, et d'une autre époque, par surcroît. À la décharge de ta grand-mère, il faut dire que l'air était vraiment frais en septembre à cette époque. Il faisait trop froid pour aller à bicyclette en septembre, un privilège que les enfants avaient de la fin du mois de mai à la fin du mois d'août. Il faisait trop froid pour jouer dehors après le coucher du soleil. La rentrée scolaire, c'était vraiment la fin du temps des vacances. Mais un béret, Julia. Ta grand-mère avait perdu la raison. Je me suis rendue à l'école le lendemain avec mon béret bleu. J'ai de gros défauts et tu seras aux premières loges pour en témoigner et en souffrir. Mais une chose que l'on peut assurément dire, c'est qu'à cet âge, j'étais docile. Il fallait parfois discuter avec moi, m'expliquer, me convaincre, me persuader. Mais ultimement, j'étais docile. Ce fut une 3e journée d'enfer, toute la journée. Les autres élèves ont ri de moi à cause de mon béret. J'avais l'air fif, disait-il, j'avais l'air con, j'avais l'air d'un Français du milieu du siècle dernier, d'un épais. Je ne me suis pas fait d'amis cette journée-là non plus, ni aux cases, ni dans la cour, ni dans la classe. J'ai pleuré cette fois. J'ai voulu faire part de mes doléances à ma mère à mon retour à la maison, mais elle avait d'autres chats à fouetter. Je ne savais plus ce qui me désolait davantage, les mots racistes, injurieux et insultants des élèves de l'école ou l'attitude désinvolte de ta grand-mère au sujet de tout cela. J'étais ébranlée. Cette première semaine de classe s'avérait un désastre. Je n'avais plus envie d'aller à l'école et je me sentais dans une position d'infériorité par rapport aux autres. Ce soir-là, j'ai pleuré encore. J'ai pleuré parce que je n'en pouvais plus. Je n'étais pas habituée à l'hostilité et à la violence. Je n'étais pas non plus habituée à l'indifférence. J'étais habituée à l'amour et à l'affection. Le monde était, avant mon arrivée à l'école, un endroit merveilleux où tout était possible. Depuis 3 jours, tout était devenu gris. Devant autant de haine, j'ai pleuré. Ta grand-mère m'a pris dans ses bras. Elle s'est assise avec moi et m'a offert la première grande leçon de ma jeune vie. Au début de la semaine, Gorry,
Les enfants à l'école se sont moqués de toi et t'ont insulté parce que tu es noir. Puis on s'est moqué de toi et on t'a insulté parce que tu portais un béret. Tu vois bien, Gorry, que peu importe ce que tu es ou ce que tu fais de différent, certains tenteront de t'abaisser, de se moquer de toi, de t'insulter, de te mettre à part. Tout ça, Gorry, c'est une occasion pour toi de bâtir ton caractère et de répondre à l'une des questions les plus importantes de ta vie, de la vie. Qui va décider dans ta vie? Pour faire plaisir aux autres, tu peux décider de ne pas porter ton béret. Si c'est ce que tu veux, tu peux le faire. Mais alors, les autres auront gagné et ils auront décidé pour toi de ce que tu fais et de ce que tu veux dans la vie. Mais pour ce qui est de ta peau, tu n'y peux rien. Que vas-tu faire pour leur faire plaisir, pour te soumettre à eux, pour faire partie du groupe? Ou alors tu peux décider d'être celui qui décide de sa vie et de ses choix. Tu peux porter fièrement ta peau et ton béret et rire avec ceux qui t'humilient. Tu verras qu'ils perdront leur pouvoir sur toi quand tu assumeras qui tu es et ce que tu fais. Si tu ris et que tu ne te choques pas, si tu assumes ce que tu es et ce que tu fais, les autres n'auront aucun pouvoir sur toi. N'oublie pas, me dit enfin ta grand-mère qui parlait souvent en anglais quand le sujet était très sérieux. You are the boss of you. Je suis retournée à l'école le lendemain, Julia, décidée de vivre selon cette règle. Je serai désormais le patron de ma vie. Il a fallu quelques jours, mais peu à peu, les colibets et les injures ont cessé. Il était inutile de tenter d'insulter un garçon qui de toute façon allait faire ce qu'il avait envie de faire et qui riait des insultes. Ta grand-mère avait raison. Je me suis fait beaucoup d'amis et suis devenue très populaire à l'école. Je me suis rendu compte que les élèves plus gros, plus petits ou plus grands que les autres, que ceux qui portaient des lunettes épaisses étaient aussi victimes de colibets et d'injures. Je m'y suis toujours opposée et me suis liée d'amitié avec ceux qui étaient mis à l'écart. Ce premier enseignement de ma mère allait me servir beaucoup et souvent. Je faisais ce dont j'avais envie. J'ai fait des choix d'activités qui avaient tout pour amuser les garçons de mon école et pour mener à mon exclusion de leur groupe. J'ai fait du ballet. J'étais le seul garçon dans une classe de 30 filles. Et de la danse à claquettes. J'étais le seul garçon dans une classe de 15 filles. J'ai aussi chanté avec la chorale de l'école Louis Collin. J'étais le seul garçon dans un chœur de 70 filles. Les autres n'étaient même pas tentés de rire de moi. J'étais noire, je portais un béret à l'automne et j'étais imperméable aux colibets et aux injures. Comment ne pas être amie avec un tel garçon? Je n'ai jamais eu le cœur d'avouer à mes camarades de classe que ta grand-mère m'appelait Gorry, cependant. Pire encore, elle m'appelait souvent son petit croton. Ce genre de surnom était réservé à la bosse du boss. Tassé. Ta grand-mère aimait beaucoup la musique et se servait souvent de chansons pour appuyer ses maximes et ses adages. Ainsi, elle t'aurait sans doute proposé d'écouter la chanson « Je suis comme je suis » chantée par Juliette Gréco. Elle t'aurait aussi dit que cette Gréco a vécu toute sa vie selon le titre de cette chanson. Avant d'être ma mère. Ta grand-mère était une femme très croyante, Julia. Pour comprendre ses motivations et ses instincts, il est important que tu saches dans quel environnement elle est née et a vécu. Elle était la dernière de 3 enfants, tous venus au monde dans les années 1930, le fruit d'une relation exceptionnelle entre ton arrière-grand-mère Eva et ton arrière-grand-père Maurice. Il était manœuvre et n'avait fait qu'une 2e année à l'école. Elle était institutrice. Ils étaient évidemment différents. Il était manuel et sans instruction alors qu'elle était scolarisée et savante. Ils avaient apparemment 4 choses en commun: le respect de leurs parents, l'amour de la musique, la foi et l'ambition que leur enfant ait beaucoup plus qu'il n'avait eu. Tu ne seras donc pas surprise d'apprendre que ta grand-mère était animée de ces mêmes principes fondamentaux. Elle vouait à sa mère un inébranlable respect. Je crois que tes arrière-grands-parents n'ont pas aimé leurs enfants de façon égale. Leur première fille, ta grande-tante Raymonde, les remplissait de fierté parce qu'elle réussissait superbement bien à l'école et qu'elle était douée en tout. Ton grand-oncle, Bernard, pour sa part, semble avoir été le favori de ses parents. Ta grand-mère était donc souvent sous-estimée. C'est une impression, je n'y étais pas. Malgré tout, elle serait morte criblée de balles pour sauver ton arrière-grand-mère et n'aurait jamais accepté qu'on en parlât mal. Elle aurait aussi rappelé à qui veut l'entendre que ton arrière-grand-père était l'homme le plus tendre au monde. Elle t'aurait raconté que s'il n'était jamais sorti du Québec, il connaissait néanmoins tous les coins de la terre, amoureux d'opéra et d'histoire qu'il était. Elle t'aurait raconté que cet homme, qui vouait le plus grand respect à Rusty Staub, Maurice Richard,
Jean Béliveau et Édouard Carpentier, parce que c'était le seul lutteur qui parlait bien, était l'homme le plus droit dans l'univers. La promesse d'une entrée de garage bien asphaltée ou d'un quelconque avantage personnel ne serait jamais parvenu à acheter son vote en faveur de l'Union nationale. Ce parti provincial du 20e siècle a souvent été accusé d'accorder des faveurs à ceux qui votaient pour lui. He was the boss of him. Ta grand-mère respectait ses parents. Ta grand-mère est née dans un Québec catholique pratiquant. Elle allait à l'église tous les dimanches, évidemment, mais elle y allait tous les jours pendant le mois de Marie, durant l'Avent, pendant le carême. Ta grand-mère servait la messe, chantait à la messe, jouait à la messe. Elle priait tous les jours pour ses parents, pour sa sœur et son frère, pour les pauvres gens d'Afrique et de Chine, et pour l'âme de tous ceux qui attendaient d'entrer au ciel. Ta grand-mère allait à confesse avouer des péchés superficiels qu'elle n'avait probablement pas commis de toute façon. Elle faisait le chemin de croix, elle récitait le chapelet, elle le chantait parfois. Mais de façon encore plus importante, ta grand-mère avait la foi. Elle croyait même jeune à quelque chose de plus grand qu'elle et plus grand que tout. Elle croyait que quelque chose engendre tout ce qui est bien et tout ce qui est beau et qu'elle pouvait, par ses mots, ses gestes et ses pensées, servir de véhicule à tout ce bien. C'est sa foi et son éducation qui la poussaient à préparer la place du mendiant ou du passant au bout de la table familiale. C'est cette foi et son éducation qui la poussait à ramasser des sous pour les pauvres du village et pour les démunis du bout du monde. C'est sa foi et son éducation qui l'engageaient à ne pas décevoir ses parents et à faire tout en son pouvoir pour répondre à leurs attentes. Elle savait que le plus grand espoir de son père et de sa mère, c'était de la voir réussir. Évidemment, elle allait vouloir la même chose pour ses enfants. Quand elle a appris qu'elle était enceinte de moi, ta grand-mère était surprise. Ton grand-père te racontera peut-être un jour que ta grand-mère et lui se sont mariés le 13 mai 1967 en l'église Notre-Dame de la Salette de Montréal. Il te racontera, je l'espère, qu'ils sont partis en voyage de noces à Nassau, mais en compagnie de ta grande-tante Raymonde. Ils ne sont pas partis seuls. Je ne sais pas où et comment ils ont trouvé le temps de lui échapper, mais toujours est-il que ta grand-mère est fort probablement revenue enceinte. Ton grand-père était ravi. Il voulait 12 enfants. Ta grand-mère en voulait un seul. Nous aurons été un. Elle lui a dit « J'ai eu le premier, tu peux avoir les 11 autres. » Bref, quand ta grand-mère a appris qu'elle était enceinte, elle s'est mise à lire toutes sortes de choses, et dans toutes sortes de langues. Elle s'est dit qu'elle ne voulait pas être la limite de son enfant, garçon ou fille, et a donc décidé de se parfaire. Comme ses parents, elle souhaitait plus que tout que sa progéniture profite de plus, obtienne plus, espère plus et reçoive plus qu'elle avait reçu. N'oublie jamais, quand Dieu donne un talent, il dicte un devoir. Tu comprendras avec les années à quel point la musique est présente dans l'histoire de notre famille. Ton arrière-grand-mère enseignait le piano et le chant. Ta grande-tante Raymonde était l'organiste du village et a eu une carrière de chanteuse lyrique. Une carrière qui n'était vraiment pas compatible avec son amour de la cigarette. Ta grand-mère aura eu, quant à elle, l'insigne honneur d'être le premier professeur de piano de ton papa. Mes plus vieux souvenirs sont empreints de musique. Je revois tes grands-parents danser et chanter ensemble tout en cuisinant. Je revois ton grand-père chanter des chansons des îles lors de fêtes à la maison. Il m'arrive souvent de repenser à ta grand-mère dans les bras de qui je me blottissais si souvent et qui me chantait des chansons classiques, des airs d'opéra, des chansons tirées de films américains et des chansons de Nat King Cole. Ta grand-mère chantait toujours. Un mot suffisait pour déclencher sa mémoire musicale. Le mot « voilà » venait avec le voyage au Canada de Charles Trenet. La sonnerie du téléphone provoquait un « When I'm Calling You », extrait du Indian Love Call de Janet MacDonald et Nelson Eddy. Et chaque fois qu'elle prenait ma main, elle entonnait « Stranger in Paradise », tiré de la comédie musicale Kismet, et basée sur une mélodie d'Alexandre Borodine. Tu comprends à présent pourquoi tu écoutes autant de musique depuis ta naissance. Tu comprends aussi pourquoi la musique était inévitable dans la vie de ton papa et dans la tienne. Quand j'étais petit, donc, nous chantions tous les jours, nous dansions tous les jours. Un jour, ta grand-mère m'a demandé si je voulais jouer du piano. J'avais 7 ans. J'ai dit oui. Il me semblait que c'était une évidence. Je ne savais pas tout à fait dans quoi je m'embarquais.
J'ai donc commencé à jouer en février 1975. Quelques mois plus tard, je remportais les concours de musique du Québec et me rendais à la finale des concours de musique du Canada. Quelle aventure et quel plaisir! Plein de madames qui me prenaient les joues et me disaient à quel point j'avais du talent. Et plus que tout, des applaudissements. C'est en 1975 que je suis devenue un accro des applaudissements. Ce succès fulgurant, je le devais en grande partie à un professeur du nom de Rita Gilbert. Je n'oublierai jamais son nom parce qu'elle était gentille, qu'elle était passionnée de musique et parce qu'elle me demandait sans cesse de retenir le rythme, de faire les rhythmutos, mots qui commençaient par les mêmes lettres de son prénom. Elle était toujours épuisée à la fin de mon cours. Elle essayait de profiter des rares moments où j'arrêtais de jouer pour me donner des directives. Il lui arrivait de devoir prendre mes mains dans les siennes et de les retenir pour qu'elle puisse dire 2 mots. Quand, par malheur, elle comparait la pièce que nous travaillions à une autre, je me lançais immédiatement dans cette dernière. J'étais infatigable. Elle, non. L'autre responsable de mes succès, c'était ta grand-mère. Madame Gilbert m'enseignait 1 fois par semaine. Ta grand-mère m'enseignait plusieurs fois par jour. Elle apportait des corrections aux partitions de musique pour permettre à mes petites mains de jouer plus de notes. Elle avait l'habitude des petites mains. Elle en avait. Elle achetait des disques pour que j'entende comment les grands artistes jouaient le même répertoire. Elle faisait des dessins, inventait des histoires autour de chacune des œuvres. Ta grand-mère était mon commandant. Elle me faisait répéter tous les jours. Je dis qu'elle me faisait répéter parce que sans elle, je ne l'aurais jamais fait. Je n'aimais pas ça, Julia. J'aimais jouer, j'aimais les madames qui prenaient mes joues et me disaient que j'étais extraordinaire, j'aimais la musique elle-même, mais je n'aimais pas du tout l'effort qu'il fallait pour la connaître, la maîtriser. Heureusement qu'il y avait ta grand-mère. Tous les jours, je cherchais une façon d'échapper au supplice. J'ai mal au doigt, maman, mal au dos. C'est ma fête. Rien à faire. Elle était déterminée et imperturbable. Il fallait jouer 1 heure par jour au minimum, tous les jours, y compris la fin de semaine, l'été, Noël, le jour de l'an et évidemment le jour de mon anniversaire. Tu te diras peut-être qu'elle exagérait, qu'elle faisait erreur, qu'elle aurait peut-être dû me laisser tranquille et me laisser répéter quand j'en avais envie, qu'elle aurait dû me laisser tranquille le jour de Noël, l'été et le jour de mon anniversaire. C'est ce que les autres parents disaient. Ils lui disaient qu'elle avait tort de me forcer à jouer et qu'un jour je lui en voudrais. Ta grand-mère n'avait rien à faire de ce que les autres pensaient. She was the boss of her. Et puis, elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait que j'avais du talent, que j'aimais beaucoup la musique. Elle me demandait régulièrement si je voulais toujours jouer de la musique, ce à quoi je répondais toujours oui. C'était vrai. J'aimais tellement jouer. C'était répéter qui était mon calvaire. Et le temps aussi. C'est long 1 heure par jour quand tu as 7 ou 8 ans. Mes amis, j'en avais tout plein d'amis maintenant, que tout le monde acceptait ma couleur et mon béret, venaient cogner à la porte après l'école ou la fin de semaine pour aller jouer au hockey ou au baseball. Ta grand-mère leur répondait que je serais disponible après mes répétitions. « À quelle heure, Madame Charles? » demandait-il. « Quand il aura fini, disait-elle. L'été, c'était pire parce qu'avant de pouvoir jouer dehors, il fallait que je répète au piano, que je fasse une dictée de français et une d'anglais, que je lise un chapitre d'histoire et que je fasse des mathématiques. Me suis-je déjà révoltée, te demandes-tu? Oui. Certains jours, je cherchais des façons d'échapper à mon heure de répétition. Ta grand-mère perdait alors patience. Je me souviens des quelques fois où elle a pris toutes mes partitions de musique pour les jeter aux ordures. Je me souviens d'avoir fixé le gros recueil de sonates de Beethoven ou de Haydn et m'être dit que si je les laissais là, ce serait la fin de la musique dans ma vie. Je me souviens aussi de m'être dit que je ne souhaitais pas décevoir ma mère ainsi. C'est peut-être un puissant élément de motivation que de ne pas vouloir décevoir. Après tout, c'est pour les mêmes raisons que ta grand-mère persistait. Elle ne voulait pas que je sois déçue, que j'abandonne parce que je ne progressais plus, que j'abandonne et que je le lui reproche 10 ou 20 ans plus tard. Ainsi, les partitions ne séjournaient jamais bien longtemps dans les poubelles. La volonté de faire de ta grand-mère finissait toujours par triompher. Quelle patience il lui a fallu. Elle était tenace et constante parce qu'elle savait ultimement que je voulais jouer du piano. J'avais le talent et l'amour de la musique. Je n'avais pas la passion. Tu comprendras plus tard dans ta vie que la passion vient avec la souffrance. D'ailleurs, ce sont des mots de la même famille étymologique. Être passionné,
ces êtres prêts à souffrir pour quelque chose. Le jour de mon 8e anniversaire, ta grand-mère m'a servi une leçon qui allait m'être utile toute ma vie. Mes amis étaient invités à un party pour mon anniversaire. Nous vivions alors dans une modeste maison, mais jouissons d'un sous-sol presque fini, idéal pour des fêtes d'enfants. Tous les copains étaient là, même le redoutable Roberto Gentil, qui m'avait tant fait souffrir l'année précédente. C'était la fête. Tout le monde s'amusait quand ta grand-mère m'a rappelé que je n'avais pas encore répété dans la journée. Elle m'a alors laissé un choix. On invitait mes amis à s'en aller tout de suite pour que je puisse répéter, ou alors je laissais mes amis s'amuser avec mes nouveaux cadeaux pendant que je faisais mon heure de piano. Les deux options me semblaient aussi détestables l'une que l'autre, mais j'ai finalement choisi de répéter pendant que mes amis jouaient au sous-sol. C'est long, une heure, quand on entend ses amis s'amuser tout près. Il me semble avoir versé une larme, ou 1000, et jeté un regard accusateur en direction de ta grand-mère. Mes amis trouvaient tous qu'elle était un bourreau. Leurs parents n'étaient jamais aussi sévères. Ta grand-mère a bien senti que j'étais malheureux, et elle aurait bien pu choisir de me laisser jouer avec mes amis. Rien que pour me faire plaisir. Rien que pour améliorer sa réputation. À la place, elle a pris mes mains dans ses mains, et elle m'a dit ceci. N'oublie jamais, Gori. Quand Dieu donne un talent, il dicte un devoir. Et toi, Gori, tu as beaucoup de devoirs. C'est un petit quelque chose, une petite périphrase de sagesse qu'elle avait ramassée chez mon nouveau professeur de musique, sœur Simone Martin. Elle faisait une bonne équipe, ces deux-là. Sœur Simone enseignait à l'époque au grand pianiste Louis Lortie, mais ce n'était pas ce qui avait décidé ta grand-mère à me confier à elle. Elle lui avait simplement demandé, en guise d'introduction, « Quand mon fils ne veut pas pratiquer, qu'est-ce que je peux faire à part de l'étamper sur un mur? » « Confiez-le-moi, » avait simplement répondu la religieuse. Elles n'étaient pas au bout de leur peine, ni l'une ni l'autre. Enfin, le jour de mon 8e anniversaire, le 12 février 1976, alors que mes amis jouaient avec mes cadeaux et mangeaient du gâteau de fête, j'étais assis au piano avec ta grand-mère parce que, quand Dieu donne un talent, il dicte un devoir. Ce n'est pas si original comme devise. Peter Parker, personnage de bande dessinée connu aussi sous l'héroïque vocable d'homme araignée, Spider-Man, trouve sa motivation d'origine dans une phrase semblable prononcée par Ben Parker, son oncle mourant. With great power comes great responsibility. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça revient au même. Mais la différence, c'est que Ben Parker dit ça à son neveu qui a 17 ans. Ta grand-mère, elle, l'a dit à son fils d'à peine 8 ans. Et si elle me l'a dit à ce moment de ma vie, c'est qu'elle pensait que j'allais comprendre. Elle me parlait toujours comme si j'allais comprendre. Elle ne parlait pas à un bébé, ni à un garçon de 8 ans, mais à son fils. Et si je ne comprenais pas tout de suite, elle devait se dire que les mots allaient mûrir en moi et que ça servirait plus tard. Une autre différence, c'est que Peter Parker peut tisser des toiles, se projeter d'un gratte-ciel à un autre et sauver des vies. Alors que ta grand-mère parlait de super-pouvoir, de jouer du Beethoven sans faute. Mais la plus importante différence, Julia, c'est que les dernières paroles de Ben Parker s'adressent à son neveu qui est déjà orphelin et qu'il s'agit là de personnages d'une bande dessinée, alors que ta grand-mère formulait son credo, peut-être pour la première fois, le jour de mon 8e anniversaire, en disant « Quand Dieu donne un talent, il dicte un devoir ». Elle se disait aussi « Quand Dieu te donne un enfant, il te donne l'ultime responsabilité de l'aimer, de le guider et de lui permettre de déployer tous ses champs d'intérêt et toutes ses habiletés. » Ta grand-mère, Julia, avait en une seule phrase et à un moment déterminant de ma vie résumé toutes les motivations de ses propres parents et formulé notre mission à tous les deux. Mes amis sont restés pour le souper, je veux dire le dîner, et nous nous sommes bien amusés avec ma toute nouvelle piste de course dont un tronçon avait été, hélas, endommagé au cours de l'après-midi pendant la répétition de piano. Quelques mois plus tard, je remportais la grande finale des concours de musique du Canada. Je faisais le plein d'applaudissements et de madame qui me serrait les joues en saluant mon grand talent. J'étais invitée à jouer à plusieurs reprises au cours d'événements diplomatiques et culturels dans le cadre de la tenue des Jeux olympiques à Montréal. J'étais aussi invitée pour la première fois à la télé québécoise pour parler de musique et de mes succès. Je ne me souviens plus de l'émission. Je crois que c'était Toute la ville en parle. N'oublie jamais, Julia, que ces succès étaient surtout ceux de ta grand-mère.
Sans sa volonté, sa ténacité, sa discipline et sa rigueur, il n'aurait pas existé. Tacet. Ta grand-mère aurait sans doute souhaité que tu écoutes 2 chansons en rapport avec cette histoire. La première, une chanson de Jean-Pierre Ferland de 1969, devenue un énorme succès dans la bouche de Ginette Renault en 1976. L'année de mon 8e anniversaire, un peu plus haut, un peu plus loin. Et l'autre, une chanson interprétée entre autres par Frank Sinatra qui s'appelle All the Way. Pas My Way, mais bien All the Way. Ta grand-mère a incarné ces 2 chansons à merveille. Ton grand-père. Ton grand-père, celui qui, malgré ton jeune âge et ta bouche toujours vierge de dents, veut te faire manger des ailes de poulet jerk et des rôtis au carré relevé, est un homme exceptionnel. Il est originaire de Trinidad, une petite île des Antilles. Trinité et Tobago, pour ceux qui occasionnellement annoncent la météo pour cette partie du monde à la télé. Ton grand-père est l'un des 11 enfants du couple qui ont survécu aux maladies infantiles si fréquentes dans la première moitié du 20e siècle, fils d'un homme, Sidney Evericius Charles, mesurant 6 pieds et 5 pouces, affranchi et devenu gardien de prison, et d'une femme enjouée, Georgina Diana Charles, mesurant 6 pieds, libre et indépendant. Oui, Julia, ton arrière-grand-mère était plus grande que ton père. Tu sauras que ce n'est pas drôle. Quand ton arrière-grand-mère demandait quelque chose, je t'assure que j'accourais. Ton grand-père était, selon toute vraisemblance, un enfant docile et curieux, serviable et volontaire. Comme ta grand-mère, il a grandi dans une famille catholique et pratiquante. C'est à l'église qu'il a appris à chanter, à prier et à partager. Parce qu'il fallait partager à Trinidad, tes grands-parents étaient très pauvres, Julia. Ils n'avaient rien. Rien que 11 bouches à nourrir. 11 bouches géantes. Ton grand-père, à 6 pieds et 1 pouce, était le plus petit garçon de la famille. Ton grand-père, enfant, n'a jamais eu un vêtement à lui. Il n'a jamais eu un jouet ou un livre à lui. Il n'a jamais appris à faire de la bicyclette. Il n'en avait pas. Il jouait au soccer avec des roches. Je te le raconte non pas pour te faire pleurer, mais pour que tu saches qu'il fut un temps où n'avoir rien signifiait exactement cela, avoir rien. Et pour ajouter à la pauvreté, ton arrière-grand-père est décédé quand ton grand-père n'avait que 13 ans. Tu imagines ce que cela signifiait pour ton arrière-grand-mère? 11 enfants élevés. Il paraît que c'est ton grand-père qui a joué le rôle de père substitut. Il était le plus sérieux, le plus attentif, le plus altruiste. C'est pour ces raisons que ton arrière-grand-père avait fait promettre à sa femme de tout faire pour que ton grand-père puisse aller à l'école et jusqu'à l'université. Ton grand-père était donc orphelin de père à 13 ans. Il n'avait aucune intention de le décevoir. C'est ainsi qu'il est parvenu à poursuivre ses études. À l'Université de San Francisco, au beau milieu des années 60, et des mouvements pour les droits civils menés par Martin Luther King, engagé dans toutes sortes de luttes pour la justice et pour l'égalité de tous les citoyens américains. Quand venu participer à une rencontre de militants pour les droits civils et visiter sa sœur aînée, ton grand-père s'est retrouvé à Montréal en janvier 1965. Il avait 25 ans. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire de sa vie, mais ce qui était clair, c'est qu'elle servirait à quelque chose. Il était fort, grand, mince, souriant et prêt à changer le monde, ou du moins à l'aider à tourner plus rondement. Avec lui venait tout l'espoir du soleil des Caraïbes. Ton grand-père était aussi un peu insouciant et pas très ponctuel. Ça vient aussi avec le soleil des Caraïbes, paraît-il. Il a beaucoup changé au contact de ta grand-mère. Il est lent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lent que lorsque j'étais tout petit. Ce n'est pas de sa faute, Julia. Il vient d'une île où le temps ne s'écoule pas de la même façon qu'ailleurs. Ton grand-père, donc, a rencontré ta grand-mère en 1965 à Montréal. Il participait à une soirée dans Pointe-Saint-Charles, où tu habites maintenant, Julia. Il souhaitait terminer sa soirée en allant verser. On lui proposa de se rendre sur la Sainte-Catherine et on lui parla du Copacabana. Il s'y est rendu et a rencontré ta grand-mère. Enfin, il s'est littéralement enfargé sur ta grand-mère. Ils se sont mis à danser, ont constaté qu'ils partageaient un grand amour de la musique et de la danse et se sont bien amusés.
À la fin de la soirée, ils se sont retrouvés dans un des lits voisins, un resto qui s'appelait Ben's, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Ils ont commandé chacun un café pour une valeur de 30 cents. Un billet de cinéma coûtait 15 sous et aujourd'hui 15 $. Ton grand-père a laissé un pourboire d'1 $. Ta grand-mère l'a tout de suite interpellé. « Es-tu malade? Est-ce que tu essaies de m'impressionner? Pourquoi laisser autant d'argent en pourboire? Qu'est-ce que c'est que ce gaspillage? » Ce à quoi ton grand-père lui a répondu que c'était son argent et qu'il entendait le dépenser comme il voulait. Ta grand-mère n'était pas du tout impressionnée et l'a semoncé. Et si tu devais avoir un fils qui a du talent en musique ou en sport et qui requiert des cours de perfectionnement, des voyages, des instruments spéciaux, dilapiderais-tu ton argent comme ça? Ton grand-père était probablement sans voix, mais intrigué, assez intrigué pour demander s'il pouvait revoir ta grand-mère le lendemain. Elle accepta et lui expliqua qu'elle travaillait pour une compagnie d'assurance appelée la USF&G, dont les bureaux étaient situés au coin des rues Peel et d'un boulevard qui à l'époque s'appelait Dorchester, mais qui a depuis pris le nom de l'un des plus grands et des plus passionnés premiers ministres de notre province. Elle lui expliqua qu'elle finissait à 5 heures et qu'elle l'attendrait en bas jusqu'à 5 heures et 1 minute. S'il tardait, elle n'y serait plus. Ton grand-père, qui fonctionnait toujours à l'heure des Antilles, s'est pointé à la bonne adresse, mais à 5h15. Ta grand-mère n'y était plus. Elle avait quitté les lieux depuis 13 minutes. S'il souhaitait la revoir, il allait devoir la trouver et être plus ponctuel. Il a corrigé le tir et un jour, il a tout quitté pour venir l'épouser et vivre avec elle ici, dans notre pays de neige, de froid et de liberté. N'oublie jamais, ton prénom t'appartient. Ta grand-mère Julia était la fille d'une institutrice, d'une enseignante. Pas surprenant que l'éducation ait été sa priorité quand est venu le temps de s'occuper de ton papa. Ta grand-mère savait que pour réussir à l'école, il fallait aimer aller à l'école. Il fallait aimer apprendre et il ne fallait pas prendre de retard. Parce que quand on prend du retard par rapport aux autres étudiants dans la classe, on se décourage. On camoufle les choses qu'on ne sait pas, on perd l'intérêt et on décroche. Ta grand-mère ne voulait pas que cela se produise. Elle soutenait que ton papa était très capable de réussir à l'école. Elle prétendait qu'il était assez intelligent pour comprendre et assez articulé pour poser des questions. Elle insistait d'ailleurs sur l'importance des questions. Elle pouvait juger de l'importance de ce qui s'était passé à l'école, non pas par la nature des choses que j'avais apprises, mais par la cohérence et la pertinence des questions que j'avais posées. « As-tu posé de bonnes questions? » me demandait-elle chaque jour. Mais le plus important, et elle le savait, c'était la constance de l'effort. Et pour cela, il était primordial de travailler autant, sinon plus, à la maison qu'à l'école. Pas de répit donc, Julia. Le travail commençait de mon retour à la maison. Ta grand-mère entretenait un meilleur rapport avec mon sac d'école qu'avec moi. C'était un sac superbe en cuir bleu qu'elle avait rapporté du Portugal. Quand tes grands-parents revenaient de voyage, ils me rapportaient toujours quelque chose qui avait une valeur pédagogique. Jamais de bébelle. Une carte géographique, un globe terrestre, une pièce de monnaie à l'effigie d'un personnage historique, un sac d'école. Enfin, dès que j'arrivais, elle prenait mon sac d'école dans ses bras, elle l'embrassait et l'ouvrait pour en déballer le contenu. Elle était évidemment intéressée à savoir ce qu'il y avait à faire comme devoir et ce qu'il y avait à apprendre comme leçon. C'est ainsi que ça se passait, Julia, quand j'étais petit garçon. J'ai quitté l'école du quartier pour arriver à l'école de la maison. Je sais que certains de mes amis, eux, entraient à la maison, savouraient une collation pendant qu'ils regardaient la télé, puis jouaient dehors. Ce n'est qu'après le dîner qu'on leur proposait de se mettre au boulot et de faire leurs travaux. Ça ne marchait pas comme ça chez les Charles. Il fallait s'y mettre immédiatement. Ta grand-mère semblait savoir quelque chose que tous ignoraient à propos de la fin du monde et des secrets du calendrier Maya. Il ne fallait surtout pas respirer et prendre son temps. Pour ta grand-mère, chaque minute d'oisiveté me conduisait tout droit à la paresse et au retard. Je n'avais pas le choix, Julia. Il fallait que j'obéisse, que je suive cette locomotive, cette horloge suisse qu'était ta grand-mère. J'ai donc pris l'habitude de collaborer avec elle. Je lui dressais, dès mon arrivée à la maison, une liste claire et détaillée des travaux que j'avais à exécuter.
Je lui soumettais le plan d'action que je comptais suivre pour réaliser les travaux avec précision et efficacité. Ta grand-mère aurait été très efficace comme responsable de chantier, comme général d'armée ou comme vérificatrice générale d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une ville. Elle était une comptable et un caporal dans une robe de mère au foyer. Souvent, c'était une jaquette. Un soir, Julia, j'avais terminé mes travaux assez tôt. J'avais tout remis dans mon sac d'école. Je l'avais ensuite posé tout près de la porte de sortie de notre maison. Ta grand-mère était au téléphone et il me semblait que pour une fois, je pourrais aller me coucher sans que ta grand-mère vérifie la qualité de mes travaux. Il n'en fut rien. 1 heure plus tard, ta grand-mère m'appelait, brandissant un de mes travaux dans sa main droite. Il s'agissait d'une recherche sur les peintres impressionnistes, rédigée sur des feuilles mobiles à double interligne. Tu vois, Julia, avant l'arrivée des ordinateurs, les étudiants rédigeaient leurs travaux à la main, à l'aide de stylos à l'encre, sur du vrai papier. Je finissais le secondaire quand les ordinateurs ont commencé à faire leur apparition. Le VIC-20, le Commodore 64, le Macintosh 128K de Apple, je parle bien de K, pas de Meg. M'attendre au pire et prêt à recevoir la liste des raisons pour lesquelles mon travail était déficient. Je pris un air de contrition. Il me semblait, comme l'affirme Stevie Wonder dans sa chanson I Wish, que ta grand-mère allait être plus clémente et miséricordieuse si, de façon préventive, j'avais l'air repentant. Tu as oublié d'écrire ton nom au haut de la première page, m'a alors dit ta grand-mère. Ouf! Si ce n'était que ça, j'ai fait un pas vers l'avant, tendant la main prêt à corriger cette erreur purement administrative et à retourner à mes loisirs. J'imagine que tu n'écriras que ton prénom sur ce travail, a-t-elle ajouté. N'oublie jamais que ton père et moi partageons le même nom de famille que toi, et nous ne remettrions jamais un travail aussi médiocre. Ton prénom, en revanche, t'appartient. Tu peux faire ce que tu veux avec. Wow! Elle était nouvelle, celle-là. Ta grand-mère faisait rarement usage de la psychologie inversée. Elle savait que c'était un exercice périlleux. Ce genre de subterfuge pouvait lui faire perdre de la crédibilité. Mais ce soir-là, le coup était tellement original et fulgurant que j'étais soufflée. Tu te doutes bien que j'ai repris mon document et me suis remis au travail. Je ne voulais pas décevoir ta grand-mère. Je voulais être digne du nom que nous portions tous les deux. Je voulais être digne de mon nom, de notre nom, Julia. 1 semaine plus tard, j'ai fièrement remis ce travail à ta grand-mère. Il était volumineux et propre. Il était beau et on voyait qu'il avait été lu et apprécié. Mon nom complet y apparaissait et des chiffres à l'encre rouge avaient été inscrits dans le corps du texte, écrit à l'encre bleue. J'ai eu 97%, maman, lui ai-je dit, rempli de fierté et de reconnaissance pour sa participation à ce beau succès. Où sont passés les 3 autres points? M'a-t-elle lancé. Ta grand-mère ne me félicitait jamais vraiment, Julia. Si mon travail avait répondu à la perfection aux critères énoncés et si j'avais mérité 100 sur 100, elle m'aurait donné 100 sur 110. Question de me faire comprendre qu'il y avait place à amélioration. On m'a souvent demandé si cette façon de faire m'avait brimée ou frustrée quand j'étais enfant. Il est important que tu saches que ce n'était pas le cas. Je comprenais ce qu'elle cherchait à faire. Elle ne voulait pas que quelques succès rapides fassent dérailler mon plan à long terme. Les notes, aussi bonnes étaient-elles, constituaient un objectif à court terme. M'inculquer le désir de faire plus, de réussir, de viser des sommets jamais atteints, me semblait être pour ta grand-mère ce que les Allemands appellent « die and face ». L'objectif ultime que l'on atteint qu'en respectant une stricte rectitude. Les célébrations entraînaient la complaisance. Trop de félicitations seraient allées à l'encontre du plan. Ça ne servait à rien. À la fin de cette année scolaire, décidée à parfaire mes connaissances au sujet des impressionnistes, ta grand-mère a organisé un voyage en Europe avec ton grand-père. Un périple de 5 semaines en Italie, en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas et en France. Pour la première fois depuis ma tendre enfance, j'étais du voyage. Nous avons visité beaucoup de musées et j'ai pu associer les connaissances acquises au sujet des grands courants artistiques tout au cours de l'année à de véritables tableaux, à de vrais objets d'art. Il était là, mon bravo, Julia. Au musée d'Orsay, au tout nouveau musée Van Gogh et au Louvre. Ta
Ta grand-mère t'aurait sans doute fait écouter le soliloque, extrait de la comédie musicale Carrousel de 1945. Elle adorait les comédies musicales, ta grand-mère, et t'aurait expliqué que cette chanson de Rodgers et Hammerstein raconte l'histoire d'un père qui, sachant que son enfant à naître héritera de son nom, souhaite faire quelque chose de digne de sa vie, quelque chose de noble. Elle t'aurait aussi fait écouter Blues in the Night. Enfin, elle t'aurait aussi proposé d'écouter Sur ma vie de Charles Aznavour, et ses larmes auraient peut-être coulé quand il dit que son cœur voulait offrir son nom. La suite, la semaine prochaine.